Donc bonsoir à tous, bienvenue sur Histoire Explore. Donc ce soir, une petite émission consacrée à un documentaire donc sur la très bonne chaîne franco-allemande Vive le service public d'Arte, donc consacré notamment à un terrible anniversaire, un triste anniversaire dirais-je, donc consacré à la nuit de Kristall, Kristallnacht en allemand, événement tragique démontrant une explosion de l'antisémitisme sous le régime nazi d'Adolf Hitler, donc dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Donc là, on va célébrer en quelque sorte l'anniversaire, le triste anniversaire de cet événement qui va tout simplement marquer une nouvelle étape dans les discriminations et les violences commises envers les populations allemandes de confession juive, et pas que juives d'ailleurs. Durant cette nuit-là, vous avez aussi des opposants qui vont être visés par cette explosion de violence. Donc le documentaire Arte va permettre en deux temps, donc là ça sera la première partie parce que le documentaire dure quand même à peu près 59 minutes à ce que j'ai cru lire, et donc je trouvais intéressant de revenir donc avec un support vidéo et un très bon support vidéo, et peut-être faire des points notamment sur des points d'explication, notamment lors de la diffusion de ce documentaire que vous pourrez trouver librement en accès sur la chaîne YouTube et de Arte. Alors, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, cette chaîne est également disponible en replay sur YouTube et également disponible parfois en podcast quand j'ai le temps de faire les émissions. Allez, on y va tout de suite. Ici. Donc vous avez une mise en situation qui est assez curieuse au départ parce qu'on fait le lien avec la France. En ce début d'année 1939, 130 enfants juifs allemands et autrichiens ont été recueillis au château de la Guette, à Villeneuve-Saint-Denis, en Seine-et-Marne. Les plus jeunes n'ont que 8 ans, et les aînés, 14. Avec ma sœur Hilde, nous sommes arrivés en France il y a un mois. Nos parents ont dû rester en Allemagne. Parce que nous sommes juives, ils ont préféré se séparer de nous et nous savoir à l'abri. On ne sait pas quand on les reverra. Nous ne sommes pas les seuls à être sans nos parents. Il y a plein d'autres filles ou garçons allemands qui ont pris le train avec nous pour se réfugier ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les images que vous voyez sont bien sûr des images d'époque, des images d'archives, qui peuvent être colorisées ou qui ont été colorisées en post-production, mais peut-être qui sont peut-être colorisées déjà d'époque. Et c'est vrai que là on a quand même on rentre par un côté sensible en fait dans le sujet, notamment sur ces enfants qui vont être dans l'œil du cyclone et qui vont être pris dans cette violence antisémite qui les vise par rapport à leur confession religieuse. Et donc là, on a tout simplement l'innocence de l'enfance, comme on le voit, et de ces enfants qui sont recueillis notamment dans des institutions charitables en quelque sorte, ou placés notamment dans d'autres pays, et notamment après 1938, après justement cette nuit de Kristall, vous avez la confiance d'Évian qui s'ouvre en France en particulier pour essayer de trouver une solution à ce problème concernant ces discriminations dont subissent les populations juives en Allemagne, et beaucoup de pays d'ailleurs s'en sont un peu frottés les mains, ne voulant pas prendre tout simplement ne prenant pas à bras-le-corps justement la situation, mais on a des démarches privées qui ont permis à des enfants notamment de pouvoir s'échapper de ces violences-là avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes partis juste après la nuit où ils ont brisé toutes les vitrines et brûlé toutes les synagogues. Oh, c'est fou ça. Donc l'INSA 40, documentaliste, est raconté par Dominique Raymond, en français. Donc les pogroms de novembre. Pogrom étant des actions violentes contre la population juive. Et qui est bien sûr un terme qui est antérieur à ce qui va se passer. Au matin du 10 novembre 1938, les habitants de Bulle découvrent la synagogue de leur petite ville en feu. Elle servait de lieu de culte aux 72 juifs qui y vivent encore. Sur tout le territoire du Reich,
Les Allemands se rendant à l'école ou au travail contemplent le même spectacle. Ce qui est fou, vous avez des cartes qui ont été faites par des historiens en fait, qui vous montrent justement les violences antisémites. Alors dans le très bon ouvrage, notamment Infographie de la Seconde Guerre mondiale de Jean Lopez, qui est une forme d'atlas en fait avec énormément de cartes thématiques d'une très grande qualité. Et vous avez notamment une carte qui m'avait particulièrement marqué. On voit en fait une carte de l'Allemagne, donc du Troisième Reich, et on voit notamment tous les lieux où vous avez eu des violences commises durant cette terrible nuit du 9 au 10 novembre 1938. Et c'est l'Allemagne, mais l'Allemagne est recouverte de petits points rouges sur cette carte-là qui indiquent tous ces lieux d'explosion de violence. Et là, le reportage prend le parti justement d'aller dans une petite ville allemande, Bulle, pour montrer justement que cette violence-là était bien généralisée et ne se concentrait pas que sur certaines grandes villes comme Berlin, par exemple. « 1400 synagogues ont été incendiées à travers le pays, dans les grandes villes, comme dans les plus petits villages. Certaines brûlent encore à grandes flammes, quand d'autres fument déjà, calcinées, prêtes à s'effondrer. Happés par la curiosité, nombre d'Allemands s'attardent, avant de poursuivre leur chemin et de reprendre le cours normal de leur journée. Mais pour les Juifs du pays, passé la sidération, la terreur prend le dessus. C'est d'une main tremblante que je vais tâcher de noter les événements de ce jour. Des événements gravés dans mon cœur en lettres de feu. À 8 heures ce matin, je suis sortie pour me rendre à la clinique. Quand même bizarre tous ces débris de verre dans la rue. Là, le beau magasin de mode, les vitrines brisées, les devantures vides. Le magasin suivant, même chose. Et chez Etam, la bonnetterie juste en face, encore la même chose. Je me dis, cette fois, ils ont mis les bouchées doubles. Et au même instant, j'entends une dame bien habillée qui dit à son mari « Bien fait pour cette maudite bande de juifs ». Alors seulement, je commence à comprendre ce qui est arrivé. Très vite, une expression s'impose dans toutes les conversations pour décrire les événements. La nuit de cristal, en référence à ces bris de verre qui, au matin du 10 novembre 1938, jonchent les rues de toute l'Allemagne. Les photographes de presse qui sont là, y compris pour la presse internationale, photographient les magasins à Berlin qui ont déjà été saccagés, créant ainsi cette image de la nuit de cristal. Donc c'est vraiment un ensemble qui est entièrement organisé, tout simplement. Il y a rien de spontané, contrairement à ce que va vouloir faire croire le gouvernement nazi d'Hitler au lendemain de ces pogroms commis contre la communauté juive dans toute l'Allemagne. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, là, vous avez une lente évolution en fait, des persécutions qui ont commencé dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, donc en janvier 1933, qui ont été progressives. Vous avez une première étape qui a été les lois de Nuremberg, donc de 1935, donc qui déjà exclut les Allemands de confession juive donc de la citoyenneté. Et donc une fois que vous enlevez les droits en fait à des populations, la prochaine étape est un déferlement de violence. Et le 9 et 10 novembre est son aboutissement tout simplement. Ces photos inoffensives sont les photos de la violence une fois que la violence est terminée. Ce sont les éclats de verre. Par contre, ça va sortir des frontières de l'Allemagne. L'expression nuit de cristal est largement insuffisante pour dépeindre l'ampleur de ces nuits de violence qu'on appelle aujourd'hui les pogroms de novembre. L'expression nuit de cristal est un euphémisme, parce qu'elle occulte bien sûr l'orgie de violence qui se cache derrière. À 3 heures du matin, on a sonné chez nous. J'ai lancé à ma femme « N'aie pas peur, tiens-toi surtout bien tranquille ». Je me suis dirigé en robe de chambre vers la porte et j'ai ouvert. Une bouffée d'alcool m'a assailli et la horde sauvage s'est précipitée dans la maison. Un chef SS complètement ivre a braqué le canon de son pistolet sur moi en hurlant « Tu sais pourquoi on est là, cochon ?» Ma femme a crié « Vous n'allez pas vous en prendre aux enfants ?» Là-dessus, je n'ai plus entendu que le fracas des meubles renversés et de la vaisselle cassée. Et ce qui est quand même
n'oubliez pas une chose, ce qui est quand même toujours intéressant quand on voit des documentaires historiques où on voit des photographies dans des ouvrages d'histoire, c'est qui a pris les photos. Donc là, les photos, c'est sûrement le lendemain les personnes qui ont été victimes de ces violences-là. Par contre, la scène précédente, on voit des membres de l'ASA ou du différent corps répressif du régime en train d'éventrer les meubles, en train de tout saccager, en fait, c'est des photos tout simplement prises par les membres de ces mêmes corps répressifs, en fait, pour des souvenirs et peut-être aussi avoir des preuves des éléments qu'ils ont commis. Des dizaines de milliers d'appartements sont ainsi saccagés par les SA, les sections d'assaut. Les dégâts ne sont pas que matériels. Les SA s'en prennent aussi physiquement aux habitants juifs. En plein cœur de la nuit, ils sont tirés du lit, frappés, rassemblés pour être photographiés comme des trophées. Voilà les fameuses preuves. Certains d'entre eux, hommes et femmes, seront tués sur place, comme Sarah Zviennicki, assassinée à 4 h du matin dans la nuit du 9 au 10 novembre. Une centaine de certificats de décès sont officiellement signés. À peu près une centaine de morts, oui, officiellement. Les violences ne vont pas se limiter à cette seule nuit. Et au petit matin du 10 novembre, vient le temps des arrestations. Longtemps ignorées, des centaines de photos et quelques rares films permettent aujourd'hui de raconter ces journées de pogrom. Ainsi, à Erlangen, en Bavière, l'arrestation de tous les hommes juifs d'un simple immeuble d'habitation est prise sous tous les angles. Putain, c'est fou ça. Rassemblés dans la cour, les hommes sont embarqués par les SA et les SS. Les femmes ne pourront que les regarder partir, laissés là, dans l'ignorance du sort qui va leur être réservé. Et donc on parle de 35 000 arrestations durant les jours qui ont suivi la nuit de cristal. Rituel d'humiliation associé au pogrom de novembre est particulièrement approprié. Il s'agissait d'envoyer un signal, le signal que la violence peut se déchaîner et qu'elle a un effet humiliant. Humilier signifie aussi exhiber. Et le fait d'étaler au grand jour ces arrestations de masse est frappant. Tout au long de cette journée du 10 novembre, les rues de toute l'Allemagne sont le théâtre de ces cortèges de honte. Marches forcées, où les hommes juifs sont exhibés, moqués. À Regensburg, ils doivent défiler sous une pancarte avec l'inscription cruellement ironique « L'exode des Juifs ». Le pogrom de novembre a montré que c'était l'entièreté d'un mouvement politique qui était capable de mettre en place des pratiques qui sont des pratiques vraiment paroxystiques, en les donnant à voir à toute une société qui, au mieux, n'a rien fait et rien pu faire, et au pire, regardait ça avec une certaine satisfaction. À Guntersblum, 6 hommes juifs sont arrêtés le matin du 10 novembre 1938. On les oblige à défiler, affublés d'objets de culte, des manteaux, des châles de prière, des rouleaux de la Torah. On les oblige à traverser le village de Guntersblum avec ces rouleaux de la Torah, jusque dans de toutes petites ruelles, où le tabasser. Ah bah oui. Voilà. Certains enfants se montrent très actifs. Un enfant de 11 ans, par exemple, s'en prend à un juif de Guntersblum de très petite taille, Adolf Grunewald, en mettant le feu au châle de prière noué sur son dos. Évidemment, il y a toutes les formes d'humiliation imaginables, mais que ni vous ni moi ne préférerions imaginer. Et puis sûrement des viols et des violences sexuelles. Il existe une série de photos très impressionnantes où l'on voit les gens sortir du commissariat, traverser la rue, se faire insulter et entrer dans la synagogue, où on les oblige à lire un texte. On sait aujourd'hui qu'il s'agit de Mein Kampf.
Alors, ce qui, quand même, qui fait, vraiment amène à réflexion, c'est qu'en fait, là, vous avez une démonstration donc, qui se veut publique de la violence, de la conséquence de la violence de la nuit. En fait, on montre en fait les victimes, mais en leur donnant un aspect de coupable en fait. Et donc, on entraîne aussi les populations en fait dans ce rejet de cette communauté juive, en encourageant les violences. Et par cette démonstration-là, on a vraiment une forme, voilà, comme le disait Ingrao, paroxysme, c'est-à-dire vraiment cette volonté en fait d'entraîner les gens en fait dans cette haine. Et bien sûr avec un discours mais d'humiliation ultime quoi. Lire Mein Kampf dans une synagogue, on est quand même sur une logique quand même vraiment d'humiliation. Et donc forcément, vous avez vu sur toutes les photos, l'encadrement policier et des forces répressives du régime, la SA en particulier, hein, est omniprésente sur les images. Puis la synagogue est incendiée et les hommes sont emmenés à Dachau. Dans un camp de concentration. Ensuite, une vague d'arrestations où des hommes de toute l'Allemagne sont déportés vers les 3 camps de concentration existant à cette époque. Buchenwald, Dachau et Sachsenhausen. Pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne, des Juifs sont arrêtés et internés en tant que tels, sur des critères raciaux. Chaque famille juive voit un mari, un père, un frère ou un fils emmenés. 30 000 hommes en une seule journée. Si l'on réfléchit en termes de césure, on peut affirmer que le pogrom marque en réalité le début de la guerre. C'est le début d'une guerre civile dans le pays, une guerre raciste qui commence. Les pogroms de novembre marquent un tournant décisif, passant de la discrimination des personnes à la destruction de leur existence. Mais il n'y a aucun plan derrière cela. Il ne s'agit pas d'une mesure qui s'ajoute à une autre, réfléchie consciemment et à l'avance, mais bien d'un processus de radicalisation. Ouais, l'aboutissement de persécutions qui ont commencé dès 1933. Hein. Dès 1933 et leur arrivée au pouvoir, les nazis ont un objectif principal, obsessionnel, se débarrasser des Juifs, les contraindre à partir par tous les moyens. Pas à pas, jusqu'au pogrom du 9 novembre 1938, ils vont les persécuter, les exclure, et ainsi les pousser à s'exiler. Ils vont entraîner le pays dans cette marche en avant inexorable et imposer leur antisémitisme à l'ensemble de la société. Leur première cible, les magasins, déjà symbole honni de la présence juive. Le 1er avril 1933, 2 mois seulement après la nomination d'Hitler à la chancellerie, ils organisent un grand boycott des commerces juifs. 2 mois après. La tâche est confiée aux sections d'assaut, les SA, bras armés du parti nazi. La presse nazie dit « tout est sous contrôle, tout va bien ». Les gentils membres de la SA sont juste postés devant les magasins et rappellent poliment aux passants que ce samedi 1er avril, ils ne doivent pas faire leurs courses dans ces magasins définis comme juifs. Et vous avez des Allemands qui vont braver cette interdiction d'avril 1933, hein, qui vont forcer le passage pour rentrer dans les commerces, dans leur commerce habituel en fait, et devant la SA. Donc ça va créer des altercations, ça va créer aussi des frictions, hein. Mais il y a quand même des mouvements de résistance aussi du côté des Allemands, notamment qui rejettent ce boycott tout simplement antisémite. Mais malheureusement, cette minorité-là, elle va être de plus en plus étouffée, hein, et ça va devenir de plus en plus dangereux de résister. Hein. C'est toute la question. À quoi servait cette action? Concentrez-vous de plus en plus sur les Juifs. Faites-en votre objectif, à savoir les détruire. L'autre interprétation, ce que les photos et les films des nazis ne montrent pas, c'est qu'il y a énormément de violence, parce que les SA sont gonflés à bloc. Ils sont galvanisés par leur victoire. Mais ils ne sont pas seulement ivres de cette victoire, ils sortent aussi tout juste de leur taverne. On les retrouve le samedi matin à moitié ivres dans la rue. Et que font-ils? Ils menacent les gens comme ils en ont l'habitude.
Les entrepreneurs juifs qui tentent malgré tout d'ouvrir leurs magasins sont sérieusement menacés, agressés physiquement. C'est le discours des nazis, disciplinés. Et de l'autre côté, il y a en arrière-plan ce bourdonnement de violence. Alors ça, c'est très très juste ce que dit donc cet éminent historien. C'est que tout simplement, en fait, ces régimes totalitaires, il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans les documentaires qu'on vous présente, les films de propagande en particulier, ou les affiches en fait qui vous montrent un monde discipliné, organisé, qui démontre une forme de violence, une forme de force, pardon, dans ces images-là, mais qui cache en fait les violences et qui cache la désorganisation de ces mouvements politiques en fait. Ces mouvements totalitaires, qu'ils soient nazis ou stalinistes en URSS, ce sont vraiment des mouvements du désordre en fait, qui déstructurent la société, qui la déstabilisent au plus profond et qui créent tout simplement les germes d'une guerre civile. La question de savoir si ce boycott a eu le succès escompté, c'est très difficile à évaluer. Dans les petites villes, cela se poursuit même après la fin officielle de l'opération. Les blocages continuent et ça fonctionne horribement bien. Imaginez, dans une petite ville, les clients sont passés en revue pendant 3 samedis. On note leurs noms, ils sont photographiés. Le 4e samedi, on les passe à tabac. Le 5e, ils ne reviennent plus. Au moment où les nazis prennent le pouvoir en Allemagne, l'État prend des mesures ciblées contre la minorité juive, comme jamais auparavant. C'est un Goebbels, le chargé de la propagande. En avril, la fameuse loi sur la restauration de la fonction publique voit le jour. Elle permet aux dirigeants de destituer les fonctionnaires juifs. Mais la question s'est naturellement posée. Qui est concerné par cette loi? Toute personne ayant un parent ou un grand-parent de confession juive était considérée comme juive. Si cette première loi antisémite du 7 avril 1933 ne concerne que la fonction publique, les semaines qui suivent, une longue litanie de décrets semblables exclut tour à tour avocats, juges, médecins et enseignants juifs. 2 mois après son arrivée au pouvoir. Sont révoqués. Et en Prusse, 1/3 des employés du ministère de l'Intérieur. L'éviction des Juifs laisse la place à des fonctionnaires qui vont se mettre au service des nazis pendant les 12 ans à venir. Et bien sûr. On fait le ménage. Je veux dire qu'un tampon qui est appliqué sur un papier ou le refus de donner un papier à un juif, toutes ces personnes qui ont contribué à l'exclusion des juifs n'ont pas du sang sur les mains directement. Mais par leur rôle dans l'administration, dans la bureaucratie, ces gens vont contribuer à exclure les juifs. Il y a effectivement un discours qui se met en place ici et qui est à la fois adressé aux populations juives, mais aussi adressé à l'opinion publique, qui est que, effectivement, les mesures d'exclusion sont là pour montrer qu'il n'y a pas de futur pour les communautés juives dans cette nouvelle Allemagne. La propagande allemande, la propagande nazie, est particulièrement violente. C'est-à-dire qu'elle va d'abord identifier les juifs, et puis montrer qu'ils ne font pas partie de la société allemande. Pour cela, la propagande va les montrer de manière absolument répugnante, repoussante, voire abjecte, en utilisant des animaux monstrueux, des animaux qu'on utilise toujours dans la propagande des anti-quelque chose. Et cette normalité du rejet des juifs de la société allemande va s'insinuer dans les esprits de la population, de la majeure partie de la population. La maison d'édition du parti nazi, qui publie déjà Mein Kampf, rachète plus de la moitié des titres allemands, jusqu'à assurer 80% du tirage de toute la presse. Pas tant qu'à faire. Un quasi-monopole qui permet aux nazis de mobiliser tous les médias, radio, spectacles, journaux, pour imposer l'idée que les juifs sont différents, nuisibles, qu'il faut s'en débarrasser. Un homme est le maître d'œuvre de toutes ces campagnes de haine. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande. Il est le visage et la voix du régime face aux journalistes étrangers, mais il est surtout un antisémite acharné.
C'est lui qui avait imposé l'idée du boycott. C'est lui qui a orchestré les autodafés de mai 1933 et l'éviction systématique des Juifs du monde de la culture, des arts et des spectacles. Lui en... Donc les autodafés qui ont lieu dès la prise de pouvoir d'Hitler, qui progressivement s'instaurent en Allemagne, on vide les bibliothèques, on vide les musées, on vide tous les lieux de culture en fait des auteurs indésirables aux yeux du régime. Donc que ça soit des auteurs de livres, que ça soit des tableaux, que ça soit bref des sculptures. Enfin bref, vous avez une destruction culturelle. Les barbares, comme se réclamait donc ce mouvement nazi, saccage le monde. Donc ça, c'est les dires même d'Hitler. Et donc ça commence dès cette prise de pouvoir. Et donc vous avez une destruction culturelle, d'un pan culturel. Des auteurs donc sont visés parce qu'ils sont juifs, mais pas que. Vous avez aussi des communistes, des démocrates, des chrétiens, etc. Et Goebbels, là, qui est un fidèle parmi les fidèles auprès d'Hitler, qui a rejoint le parti nazi après 1925. Il a rencontré Hitler. Au départ, c'était pas trop le coup de foudre avec Hitler, soit dit en passant. Et dans son journal, en particulier, il était assez critique vis-à-vis du personnage, et puis progressivement, il est tombé en admiration devant lui. Et donc va servir en quelque sorte. C'est quelqu'un qui a une ambition qui est démesurée, c'est un auteur également, c'est un universitaire raté aussi, on peut le considérer, ce fameux Goebbels. Il a une soif de revanche qui est énorme, soif de revanche appuyée ensuite par un physique qui est souvent objet de raillerie avant qu'il accède au pouvoir. Et donc c'est quelqu'un qui est d'une terrible ambition et qui va être dans l'œil du cyclone de cette matrice antisémite du régime, par le fait du contrôle de la propagande en particulier. Encore qui sera 5 ans plus tard, à l'initiative des pogroms de novembre. Der Nationalsozialismus ist eine antisemitische Bewegung. Es war deshalb notwendig, sich auch auf dem Felde der deutschen Kulturpolitik mit der Judenfrage, und zwar sofort und radikal, auseinanderzusetzen. In einer reinlichen Scheidung zwischen Deutschen und Juden haben wir nicht nur die kulturell Schaffenden, sondern jetzt auch die Kulturempfangenden. Interdit de se produire sur scène ou dans les films. Interdit de publier ou d'enseigner. Les artistes, les intellectuels et les scientifiques juifs sont les premières victimes de Goebbels. Ils quittent le pays dès 1933. Leur prestige leur assure un accueil bienveillant jusqu'en Amérique. Einstein, le père de la bombe atomique. Plus nombreux, franchissant les frontières terrestres, vont trouver refuge dans les pays voisins. Mais il n'y a pas d'émigration massive des Juifs, contrairement aux espoirs nazis. Quand on lit par exemple le Victor Klemperer, dès 1933, il écrit, dès février si je ne m'abuse, il écrit « Nous allons tous mourir, si on les laisse faire ». Mais une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour les 550 000 Juifs allemands qui habitent là depuis, non pas des années, des centaines d'années, qui se pensent allemands, souvent avant d'être juifs? Qu'est-ce que ça veut dire partir? Ça veut dire avoir les moyens financiers, économiques de le faire. Ça veut dire avoir un endroit où aller. Des réseaux. C'est les États-Unis? Est-ce que c'est l'Autriche? Est-ce que c'est la République tchèque? Enfin, la Tchécoslovaquie, pardonnez-moi. Est-ce que c'est la France? Ça veut dire ne pas avoir une famille nombreuse. Donc en fait, dans la réaction des Juifs allemands, on postule des marges de manœuvre qu'ils n'avaient pas. Mais bien sûr. 38 000 Juifs fuient l'Allemagne dans les mois qui suivent l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais dès 1934 et 1935, l'émigration ralentit. À peine plus de 15% des Juifs allemands ont quitté le pays en 3 ans. Ce qui casse un peu l'idée du Juif porté par toute une propagande antisémite, qui se déplace de pays en pays sans avoir aucune attache, etc., et qui dispose de moyens colossaux, etc., parce que oui, vous avez beaucoup d'Allemands de confession juive qui sont aussi issus de la classe ouvrière, qui sont aussi issus d'autres secteurs, c'est pas forcément lié à une élite bancaire, etc., etc. Et donc en fait les nazis, donc cette volonté d'expulser ces populations, bien sûr en partant, on n'oublie pas aussi de les voler, finalement remet en cause un peu cette théorie complètement fantasmée du juif errant et riche. À chaque nouvelle mesure discriminatoire, on se raisonne. On pense qu'on peut passer outre, faire avec. Rester en famille, rester en Allemagne, 450 000 Juifs s'y sont résignés. Et penser que l'orage va se calmer. Et pourtant, les lois et les décrets se sont succédés à un rythme qui, lui, ne faiblit pas.
À la campagne, la loi du sang et du sol, Blut und Boden, établit que les paysans sont exclusivement de sang allemand ou d'un équivalent honorable. L'éviction des Juifs de la vie publique et collective est réglée dans ses moindres détails. Exclusion des chorales, des fédérations de jeux d'échecs, des associations sportives. C'est fou ça. Interdiction de monter à cheval au motif qu'un cheval allemand ne saurait être en contact avec un juif. C'est à loi, hein. Dans les parcs des villes, on va jusqu'à réserver des bancs pour ariens et des bancs pour juifs. Les juifs sont condamnés à mener une vie séparée, à errer dans une Allemagne qui ne veut plus d'eux, ou à partir s'ils le peuvent. Les pancartes installées dans les faubourgs ou à l'entrée des villages sont sans ambiguïté. Les Juifs ne sont pas les bienvenus. Oh, putain. Oh là là, les Juifs n'ont rien à faire dans ce village. Signer les habitants. Dans ma famille, on n'était pas particulièrement religieux. On était très assimilés. Notre judaïsme n'était ni revendiqué ni nié. J'étais dans une école publique. J'étais le seul juif. Et tous les matins, je devais assister aux cours de théorie raciale. Ils nous apprenaient ça tous les matins, en prenant l'exemple des fleurs ou ce genre de choses. J'ai demandé à être exempté de ces cours, et ils n'ont pas voulu. Et à la place, j'ai eu droit à 10 coups de fouet. Alors, le récit qu'on a d'un enfant, là, c'est dommage qu'ils n'ont pas cité la source, ils ont cité que le nom. Mais ça aurait été intéressant de savoir d'où c'est tiré en fait. Est-ce que c'est des mémoires? Est-ce que c'est des lettres qui ont été écrites a posteriori, etc. Par contre, bon, la lecture, vous doutez bien que c'est un comédien doublure qui le fait, un enfant en l'occurrence. Mais c'est dommage que ça ne soit pas cité pour préciser le propos en fait de ce qui est présenté. Donc là, on a une logique antisémite voilà, qui monte en gamme depuis 1933, puis progressivement devient législative, avec les fameuses lois de Nuremberg en 1935, hein, qui veut vraiment exclure les Allemands de confession juive de la citoyenneté allemande, et donc, bien entendu, entremêlés de violences qui ne sont pas forcément organisées directement par l'État, mais qui sont fortement encouragées. On encourage à l'immigration. Et d'ailleurs, vous avez un moment où vous allez avoir une respiration dans ces mesures antisémites pour les communautés juives. C'est notamment les JO de Berlin en 1936, où pendant le temps des Jeux Olympiques, toutes les mesures antisémites sont suspendues. Les SA et les SS, donc les corps répressifs fanatisés du régime, ont pour ordre de ne pas faire preuve d'antisémitisme d'une manière trop visible dans la rue, notamment face aux visiteurs étrangers, pour donner l'image d'une Allemagne sans aspérité. Et donc les 450 000 juifs qui vivaient en Allemagne pensent par ce biais-là que la situation va se calmer et qu'ils vont pouvoir vivre de nouveau normalement, mais en fait c'était qu'une parenthèse bien entendu. Tout au long des années 1934-1935, se multiplient les mesures d'exclusion des Juifs à l'initiative d'autorités locales ou sous la pression de la rue, souvent accompagnées d'actes de violence débridés. Elles échappent au contrôle du pouvoir et donnent une image de désordre qui lui nuit. Alors, voilà le régime du désordre que je vous indiquais. Hein. Ces régimes dits totalitaires sont des régimes de désordre. C'est-à-dire ils montrent une image d'ordre comme on le voit dans ces défilés bien filmés, bien chorégraphiés, voilà, où tout le monde marche au pas en levant le bras, mais en fait, ils déstabilisent la société. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, ces mesures qui sont prononcées par le haut et qui sont encouragées par le haut donnent lieu, en fait, localement à des initiatives totalement débridées, hein, des autorités locales, municipales en particulier, et qui permet à la fois d'apporter leur soutien au régime, mais aussi d'avoir un regard positif du régime sur eux, et donc obtenir aussi des éléments. On est vraiment dans une logique de donnant-donnant, hein, et l'antisémitisme va servir justement de cela. En septembre 1935, à Nuremberg, en marge du congrès du parti nazi, Hitler exige une grande loi qui permette de reprendre la main sur la politique anti-juive, en lui donnant un cadre légal. 3 textes sont rédigés dans la précipitation avant d'être présentés aux parlementaires du Reichstag. Un texte quand même fait par des juristes. Hein. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes,
der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen. Donc là, on sépare les populations, hein. On les exclut. Donc, mesures racistes et en même temps qui permettent de commencer à faire le tri. Et surtout qui sous-entend toute une administration pour surveiller, vérifier. Qui sont un grand moment de codification de l'apartheid racial. Pour les Juifs et les Aryens, l'interdiction de se marier, l'interdiction d'avoir des relations sexuelles, l'interdiction même, dans cette loi de septembre 1935, pour les Allemands d'employer de la domesticité juive. Alors, là, dans ce cadre-là, vous avez dans l'article de loi une mesure qui est très précise, qui indique qu'il est interdit d'utiliser une femme de ménage de 45 ans. Donc, c'est vraiment textuellement marqué, hein. Et donc, pour s'occuper les Juifs ne peuvent pas avoir une femme de ménage de 45 ans ou pour s'occuper de leurs tâches domestiques dans leur domicile. Alors là, quand on étudie ce texte, on est toujours surpris de la précision de l'âge, hein. Et en fait, il paraîtrait que ça ce soit Hitler qui se soit introduit un peu dans les discussions juridiques, même s'il n'avait pas du tout les connaissances. Et puis vu que c'était quelqu'un qui était quand même très feignant et qui n'aimait pas travailler, mais il a quand même émis cette demande en fait en mémoire de sa propre grand-mère qui a été employée dans une famille juive. Ça s'est plus ou moins mal passé dans cette famille-là. Sa grand-mère aurait été victime de différentes humiliations, voire peut-être plus. Et donc, Hitler en a gardé un profond traumatisme. Donc, vous imaginez un traumatisme d'enfant, hein, quand même, jusqu'où ça peut aller. Et donc, cette mesure-là a été introduite dans le parcours, le cavalier législatif, sur demande d'Hitler indirectement. Donc, on est dans la mise en place de cet apartheid. Et ce qui est sûr, c'est que ce qui singularise Hitler et le parti nazi, c'est cette définition raciale. Hitler en fait des pages et des pages dans Mein Kampf. Il écrit que les Juifs sont une race, tout comme les Aryens sont une race. Alors, à l'époque, ça circule dans toute l'Europe. Beaucoup des puissances coloniales, comme la France ou l'Angleterre, sont persuadées qu'il y a une race nordique ou une race aryenne. Les Allemands vont radicaliser tout ça en faisant de la religion juive une race à part entière. Une théorie raciale selon laquelle les Juifs forment une race. Qu'ils sont dotés de traits distinctifs, qui sont négatifs, immuables, biologiques, héréditaires, et qui ne peuvent être modifiés ni par le baptême, ni par l'assimilation. Donc des éléments qui sont transmis par la génétique, hein, par le biais de gènes en quelque sorte, et qui distinguent en fait des populations entre elles, physiquement, moralement, etc. Ça va très loin ces concepts raciaux, hein. Alors en France, ces concepts raciaux, ils ont une certaine popularité, hein. La colonisation notamment va propulser et va diffuser ce type d'idées en particulier, et notamment dans l'empire colonial, hein, avec des études raciales. Au 19e siècle également, vous avez donc des structures qui s'ouvrent dans les universités, hein, autour de l'anthropologie et notamment par le biais d'une anthropologie dite raciale. Progressivement, on va plutôt évoluer vers des notions d'ethnologie, hein, même si le terme de différenciation raciale va rester. Et vous avez Lapouge en France, par exemple, qui est un raciologue en tant que tel, et également ces notions de distinction physique, hein, peuvent être couplées aussi avec une lecture de darwinisme social. On distingue les populations selon un degré soi-disant d'évolution et de développement, entre ceux qui sont en retard, ceux qui ne peuvent pas se développer et ceux qui dominent forcément. Pour reprendre un peu le discours de Jules Ferry, hein, sur les races supérieures vis-à-vis des devoirs qu'ils ont vis-à-vis des races inférieures. Donc même dans le corpus républicain, on a ce venin de la logique raciale qui se diffuse, hein. Mais en Allemagne, cela va devenir vraiment un élément mais crucial dans la colonne vertébrale du régime nazi en particulier, hein, qui va être au cœur notamment de sa lecture de la société et de sa compréhension du monde en particulier, ce qu'annonçait déjà Hitler dans son ouvrage Mein Kampf. Alors attention qu'il n'a pas écrit, hein, contrairement à ce que disait Nicolas Patin. Alors je pense que bien sûr, il dit écrit pour simplifier la lecture. En fait, Hitler l'a dicté en fait à son secrétaire particulier qui était en détention avec lui. Alors c'est Rudolf Höss, si je me souviens bien, parce que Hitler déjà d'un, comme je vous l'ai dit, il est feignant, il aime pas écrire, il aime pas se lever tôt également, il délègue beaucoup aux autres. Par contre, il parle beaucoup. Et c'est vrai que ça a dû un peu formaliser en fait ses propos, etc.
Mais Mein Kampf, c'est un brouhaha, du bruit constant, il y a du hurlement à chaque page, c'est très fatigant à lire. Si vous devez le lire ou le consulter, je vous encourage à prendre surtout l'édition qui est chez Fayard, qui est une analyse critique en fait de Mein Kampf, en fait où vous avez des comités d'historiens et des traducteurs bien entendu qui ont fait vraiment un très très bon travail et qui analysent en fait chaque page en indiquant ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas et ce qu'il modifie, parce qu'on est face à un personnage qui a un talent pour mentir, Adolf Hitler, qui est quand même assez précis. C'est ce qui distingue l'antisémitisme moderne de l'antijudaïsme des siècles précédents, propre au christianisme. On est face à quelque chose quand même qui soulève des interrogations profondes, c'est-à-dire un régime qui pendant plus de 12 ans fonctionne sur des normes et des définitions que lui-même pense solides, mais qui en fait leur glisse entre les doigts parce que effectivement être juif c'est pas une race, c'est une religion, et qu'ils n'auront jamais en fait terminé avec cette question, notamment des mariages mixtes et des métis. Mais que faire des enfants qui sont nés entre un Allemand ou une Allemande non juive, d'un Allemand ou d'une Allemande qui est juif? Que se passe-t-il pour leur cas? Donc vous avez un embroglio juridique qui va se mettre en place pour essayer de délimiter comment on peut dire qui est juif, qui l'est pas, etc. avec des certificats de non-judéité qui sont mis en place par toute une administration qui est gigantesque derrière. L'État a toujours les moyens de contrôler. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui étonne toujours les élèves, en fait, quand vous avez mais comment ils savent si une personne est juive ou pas? Mais voilà, des faisceaux d'indices, des témoignages, des surveillances, des déclarations volontaires ou involontaires. Enfin bref, vous avez toute une monstrueuse machine administrative qui se met en place. Et en France, pour reprendre l'exemple, vous aurez le commissariat aux questions juives en zone occupée, dirigé par Xavier Vallat, ancien député d'Annonay en Ardèche, et qui deviendra donc son premier commissaire, qui va mettre en place la législation antisémite du régime de Vichy, qui n'est pas du tout mis sous pression allemande, mais qui va tout simplement être encouragé et mis en avant par Vichy, qui va le faire de manière complètement indépendante côté français, mais qui va regarder comment les Allemands ont mis en place notamment ces fameux corpus législatifs anti-juifs, et les premières lois anti-juives en France en octobre 40 et puis ensuite en juin 41 vont s'inspirer du modèle allemand, il va sans dire. Dans cette Allemagne des lois de Nuremberg, quel statut accorder aux 35 000 couples mixtes déjà mariés? Quel avenir pour les 130 000 enfants nés de leur union? Le conjoint non juif vit avec l'autre sa marginalisation, son appauvrissement, partage son angoisse pour l'avenir. Et hors mariage, les relations sexuelles sont punies sévèrement. Il est dit, lors de l'accouplement, la semence masculine est aspirée par la matrice féminine et passe dans le sang. Un seul coït avec un juif suffit à empoisonner le sang d'une femme aryenne pour toujours. Même si elle épouse un arien, jamais plus elle ne pourra avoir d'enfants de race pure. Elle n'aura que des bâtards. Ce délire-là. L'État légifère sur l'exclusion des juifs. Mais on connaît moins le quotidien de l'application de ces lois. À partir de 1935 jusqu'en 1939, chaque semaine, chaque mois, dans les petits villages, dans les villes allemandes, on attrape notamment des femmes allemandes qui auraient soi-disant couché avec des hommes juifs. On met une pancarte avec marqué « Je suis une truie, j'ai trahi la race allemande ». Alors quand c'est des hommes, le panneau indique « J'ai déshonoré la race allemande ». Et des défilés sont organisés dans les petites villes pour performer en fait l'application concrète des lois de Nuremberg et de cet apartheid. Et on rase les cheveux, principe où on s'approprie le corps en fait. La collectivité s'approprie ce corps. Et on le fait en public bien sûr pour humilier. Dans les villages, les petites villes et même les villes moyennes, il y a souvent peu de juifs. Et ces quelques juifs sont constamment surveillés. Pour y échapper, la seule solution est de quitter ces petites communautés et de déménager dans de villes plus grandes. L'anonymat des villes. Beaucoup de gens s'installent en ville, chez des parents, chez des amis, où ils peuvent mieux se fondre dans la masse et où leurs visages ne sont pas connus de tous les voisins. Il s'agit d'un mécanisme de protection. Le poids du regard des voisins, le qui dira-t-on, on est quand même dans un monde qui est quand même
encore majoritairement rurales, hein. Donc ces personnes qui vivent dans ces communautés rurales, elles sont connues de toutes par rapport à leur judéité, hein, soit parce qu'il y a une pratique religieuse, soit par le nom, etc. Et vous avez ce kidératon, mais qui devient une arme de destruction massive aux mains du régime, en fait, qui peut également s'en servir pour débusquer le soi-disant juif, hein. Vous avez vu ce délire justement sur cette logique raciale, jusqu'où elle va, hein. C'est-à-dire la relation sexuelle, hein, la semence masculine, hein, qui va tout simplement contaminer le sang, hein. Donc on est vraiment dans une logique, mais vraiment qui est ultra délirante, hein, et qui à l'époque déjà est contestée dans certains pays, même si je vous ai dit qu'en France il y a une logique raciale qui touche l'université, elle est quand même remise en cause dans les années 30, par rapport en fait tout simplement à des tentatives d'explication scientifique, mais qui sont vite dégonflées, hein, par les faits, par les matérialités. C'est-à-dire, on essaye de trouver des types en quelque sorte ratios, mais on se rend compte que ces types-là correspondent en fait à rien du tout, hein. Mais il n'empêche que ça reste quand même dans l'esprit de certaines personnes, et en Allemagne ça devient quelque chose d'institutionnel, hein, même si scientifiquement c'est plus ou moins vaseux, et c'est mis en critique dans certains secteurs scientifiques. Dans un même réflexe de protection communautaire, des écoles juives sont créées pour mettre les enfants à l'abri des vexations et des violences dont ils sont les victimes dans les écoles publiques. L'école Goldschmidt, à Berlin, va ainsi accueillir 500 élèves juifs pendant 4 ans. Oh, putain. Elle sera prise pour cible au matin des pogroms de novembre 1938. Les cours sont dispensés par des professeurs bannis de l'enseignement public. L'accent est mis sur l'apprentissage de l'hébreu et de l'anglais, au cas où il faille émigrer. La politique nazie, son objectif, c'est persécuter pour faire partir, pour contraindre les juifs allemands à s'exiler. Mais ça crée quoi? Évidemment qu'en premier lieu, ça crée une terreur chez les juifs allemands, mais pour les Allemands qui regardent, ça crée un sentiment de communauté. On est du bon côté de la barrière. Ça, c'est super intéressant ce qu'il dit, hein. Nicolas Patin, qui est un des spécialistes du nazisme en France avec Ingrao et Chapoteau. C'est que vous avez cette idée en fait de se fixer comme ça sur cette communauté qui est honnie, hein, qui est rejetée par le plus haut sommet de l'État, hein, qui se diffuse dans la société, hein. Ça développe aussi un sentiment identitaire très fort entre le nous et le eux minoritaire forcément. Et là, vous avez vraiment la matrice du racisme, et de la discrimination et de l'apartheid en quelque sorte, hein, vraiment qui se focalise là-dessus, hein. On pourrait faire tellement de parallèles avec d'autres périodes historiques, avec d'autres territoires, hein, mais on a vraiment cette lecture-là en fait de cette situation d'une société en fait qui cherche à se auto-protéger soi-disant par rapport à un extérieur qui pourtant comprend des personnes qui faisaient partie de cette société avant l'arrivée d'Hitler et qui étaient allemands avant d'être juifs ou d'être d'autres confessions, etc. Il y a vraiment cette logique du eux face au nous, hein. Oh, comme c'est beau ça. Les nazis pensent construire ce qu'ils ont défendu comme étant le cœur de leur politique, à savoir la communauté du peuple. Volksgemeinschaft. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Cette notion de communauté du peuple, sous Weimar, avant l'arrivée des nazis au pouvoir, est défendue par tout le monde, par tous les partis politiques. Pourquoi? Parce qu'elle représente une promesse d'unité. Unité dans la religion, c'est terminer les conflits entre les 2/3 de protestants allemands et les 1/3 de catholiques. Réconciliation entre les bourgeois et les ouvriers, c'est la fin de la lutte des classes. Réconciliation entre la Prusse et les autres Länder. Bref, cette idée de communauté du peuple, elle traverse la République de Weimar comme une promesse d'unité, d'apaisement. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, hein. Elle est utilisée par les nazis. C'est une société dans laquelle a eu lieu une sélection qui est une sélection à la fois eugénique, biologique et raciale. Et donc, la Volksgemeinschaft, c'est la forme de cette société d'une certaine bienveillance, d'un certain bonheur, d'une certaine frugalité qui doit apparaître, éclore, quand les politiques nazis auront ramené la pureté raciale à l'aide des mesures de sélection eugénique. Pour ceux qui sont inclus, cela procure divers avantages. D'un côté, ils vivent dans une dictature, certes, mais de l'autre, ils en tirent bénéfice. Par exemple, grâce à l'organisation de loisirs, la force par la joie. Alors vous avez un livre qui il y a plusieurs années de ça, il y a plus de 20 ans, ou là que ça remonte, hein, qui analysait justement comment Hitler a acheté les Allemands.
Donc c'est un historien allemand qui l'avait écrit, j'ai oublié son nom malheureusement, Einstein, ça me reviendra, il faudrait que je cherche la référence. Et donc dans cet ouvrage-là, en fait, il indique comment en fait cette logique prédatrice de l'État nazi, tout d'abord dans les pillages qu'il va organiser sur ses propres populations et ensuite sur d'autres populations. Donc quand l'Allemagne nazie va se lancer dans cette conquête en fait de l'Europe, hein, avec cette idée de conquête mondiale aussi, hein, soit dit en passant, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est un projet d'hégémonie mondiale, le nazisme. En fait, c'est une logique prédatrice, c'est de prendre un ensemble pour en se le redistribuer aux autres. Et c'est vrai que vous avez cette logique de pillage généralisé à l'intérieur de l'Allemagne qui va se mettre en place sous le nazisme, et notamment les populations juives vont être visées. Hein. Après les pogroms donc, du 9 et 10 novembre 1938, qui sont un peu le sujet de l'émission de ce soir, vous avez une amende colossale qui est frappée vis-à-vis de ces populations-là. On les rend responsables de ces violences, c'est complètement fou. Hein. Et quand vous avez la Deuxième Guerre mondiale qui se déroule, et les pillages des populations juives européennes et aussi des populations non juives, hein, une politique générale de pillage, juste un chiffre pour vous montrer cette logique de pillage qui va revenir aux populations du pays pour s'acheter en fait une forme de paix sociale. En France, en 1943, 53% du PIB français part en Allemagne. Vous imaginez ce que ça représente pour un pays, hein. Donc, vous avez cette logique de prédation en fait que met en place le régime nazi, et en fait avec la conclusion de tout simplement obtenir une paix sociale en fait en Allemagne. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Le sujet est un peu grave, donc c'est compliqué d'arrêter de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, hein, pour être tenu au courant un peu des nouveautés. Hein. Alors, hop là, on va remettre. Hop là, allez, on est reparti. Avec les nationaux socialistes, on peut partir en vacances, en croisière sur de beaux bateaux en mer Baltique ou en mer du Nord par exemple. C'est une promesse d'égalité, mais en aucun cas au sens égalité, fraternité, liberté, car nous sommes dans une dictature. Dans ce contexte, la séparation entre intégration et exclusion est d'autant plus forte. Il faut ajouter que le national-socialisme se caractérise par deux types de camps. Nous avons des camps d'inclusion et des camps d'exclusion. Et les camps d'inclusion sont tout aussi importants pour les nazis, pour asseoir et consolider leur pouvoir. Ce sont camps dans lesquels sont formés les camarades nationaux. Oui, forcément. Ils sont essentiels pour la réorganisation de la société allemande. Dans la jeunesse hitlérienne. À l'instar des mouvements de jeunesse, des jeunesses hitlériennes ou des jeunes filles allemandes. Au camp d'inclusion s'oppose tout un univers de camps de concentration, de camps d'exclusion. Dachau, le premier camp ouvert à côté de Ce sont des espaces de Munich, violence, où les ennemis sont isolés, marqués, criminalisés. Jusqu'en 1938, les prisonniers juifs étaient minoritaires dans les camps de concentration, mais ils se distinguaient par le fait qu'ils étaient extrêmement exposés à la violence. Quel bonheur d'être enfin entre nous, titre le journal violemment antisémite Der Stürmer à la fin de l'année 1935. La communauté du peuple et l'épuration de la société, débarrassée de ses rebuts, permet aux nazis de construire en 3 ans seulement ce fantasme de l'ordre et de l'entre-soi, d'une harmonie naturelle, d'une nation enfin pacifiée. C'est ce visage rassurant de l'Allemagne qu'Hitler cherche à offrir au monde, alors qu'il est de plus en plus présent sur la scène internationale. D'autant plus qu'en juillet 1936, le pays se retrouve sous les regards du monde entier. Berlin a été désignée ville hôte des Jeux Olympiques 5 ans plus tôt, avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Ils vont en faire un immense outil de propagande. Avant que ne débarquent les athlètes, les spectateurs et les journalistes de 48 pays différents, toutes les pancartes et les inscriptions antisémites ont été systématiquement retirées. Ah bah bien sûr. Pas inquiété. Alors, si vous voulez une très bonne
une présentation justement de ces JO de Berlin qui vont être une vitrine de propagande pour le régime nazi, parce qu'il y a une volonté de montrer la supériorité de la race aryenne, ce pseudo-fantasme d'une et qui serait parti d'Inde, notamment des contreforts de l'Himalaya, et qui serait venu s'arrêter en Europe, et je vous le donne en mille, il se serait arrêté où? Mais bien sûr, il se serait arrêté en Allemagne. Et donc, cette pseudo-race qui n'a jamais existé, en fait, ce fantasme total. Donc là, on essaye par les Jeux de Berlin de montrer en avant cette supériorité allemande qui dominerait, etc. Donc, les athlètes allemands vont avoir un gros coup de pression, notamment sur leurs épaules, pour gagner un max de médailles. Alors, je crois qu'ils vont gagner plus d'une quarantaine de médailles, bien devant les États-Unis, même s'il va y avoir des couacs. Vous avez Karl Sluzlong, qui est l'athlète favori des Allemands, qui va arriver sur plusieurs compétitions, sur 4 compétitions, derrière Jesse Owen, qui est un athlète américain d'origine africaine, donc un afro-américain, voilà, pour faire simple, et qui va même sympathiser avec lui, ce qui va rendre fou Hitler forcément, voir un athlète arien qui sympathise avec un Africain. Hitler, il perd ses moyens, petite nature. Enfin bref, mis à part cet élément du couac, c'est une vitrine de propagande. Et vous avez un très bon ouvrage, notamment un manga en particulier, qui s'appelle La vie des 3 Adolphes, qui suit en fait un journaliste japonais qui vient couvrir ces JO de Berlin. Je vous rappelle que le Japon est aussi un régime dit totalitaire, qui s'enfonce dans une logique expansionniste, raciste également, alors pas forcément antisémite, mais raciste également vis-à-vis des populations asiatiques, d'autres populations asiatiques, et vous avez une collaboration comme ça entre les régimes qui vont se mettre en place. Donc n'hésitez pas à consulter cet ouvrage. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression que j'ai... Voilà, c'est bon. Allez, on repart. Alors, je suis en train de voir que, hop, j'ai fait une petite erreur dans le message que j'ai envoyé. Si ça vous intéresse, donc je vous ai trouvé l'ouvrage en question, comment Hitler a acheté les Allemands en 1900, entre 33 et 45. Et quand se déroulent les épreuves de saut en bassin, qui se préoccupe encore de savoir que la plupart des piscines publiques sont déjà interdites aux Juifs? Dans leur obsession de pureté, les nazis veulent absolument éviter toute mixion des fluides entre les Aryens et les Juifs qui pourraient les contaminer. Pendant cet été 1936, Hitler a pu imposer au monde l'image d'un pays normalisé, d'un régime finalement acceptable. Grâce aux Jeux Olympiques, l'illusion a fonctionné. La période d'accalmie qui intervient en 1936-1937, elle est véritablement le lieu d'un malentendu. En fait, si je permettais de m'exprimer ainsi, entre les nazis et les juifs. Pour des familles et des êtres pour qui l'Allemagne est leur seule patrie, le seul endroit où ils veulent vivre, où ils ont leurs parents enterrés, etc., etc. Ils se disent, bon, c'était qu'un orage. C'était qu'un orage. Les Juifs restés en Allemagne se sont peu à peu installés dans une vie à part. Certains ont même renoué avec la religion et la culture juive qu'ils avaient pu délaisser ou négliger jusqu'alors. Fin 1937, ils sont encore 370 000 dans le pays qui veulent croire qu'une coexistence reste possible. Ainsi, l'espoir a perduré tout au long des années 1936 et 1937, quand le régime nazi a semblé marquer une pause dans sa frénésie de lois, de décrets et de décisions antisémites. 1936, les JO à Berlin. Pendant ces 2 années, Hitler s'est consacré prioritairement aux relations internationales et à redresser la situation économique du pays. Il a mis en place le plan de 4 ans. Il s'agit officiellement d'assurer l'autonomie du pays et la sécurité alimentaire du peuple. Mais un rapport secret de Göring et Hitler indique clairement que le véritable but est de réorienter l'industrie allemande vers l'armement et de préparer le pays à la guerre. Donc ça, dès 1933, Hitler, il a déjà cette idée, déjà dans Mein Kampf, il l'annonce, qu'il y aura une guerre, et notamment une haine contre la France, mais qui est
énorme, hein. C'est vraiment l'ennemi, l'ennemi. Hein. Il y a le juif, mais il y a aussi la France. Hein. Et le fameux traité de Versailles qui va, en 1919, indiquer les conditions de paix de la Première Guerre mondiale perdues par l'Empire allemand et par l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman par la suite. Mais surtout, le traité de Versailles va focaliser cette volonté d'affaiblir l'Allemagne pour plus que l'Allemagne soit un pays qui puisse menacer la paix en Europe. Alors, le traité de Versailles, il y a vraiment un côté de colère qui est ressenti avec beaucoup d'humiliation par les Allemands, mais pas que, notamment des ultranationalistes dans lesquels baignera Hitler, mais aussi des Allemands patriotes qui voient en fait leur pays affaibli, l'armée qui est réduite à son strict minimum. On passe d'une armée de 13 millions d'hommes, alors Première Guerre mondiale oblige, hein, la France avait mobilisé 8 millions d'hommes, à une armée de 100 000 hommes, interdiction de faire des chars, des avions, bref des armes de guerre, interdiction d'être présents, ces troupes-là, près des frontières franco-belges. Donc la Rhénanie en particulier qui est occupée aussi par l'armée française et ça c'est très mal vécu par les Allemands. Donc il y a un ressentiment qui est très fort et qui va exploser avec l'arrivée, avec la crise de 1929 où l'Allemagne rentre dans une profonde crise économique avec plus de 35% de la population qui tombe au chômage, une pauvreté qui explose. Et bien sûr, dans ces situations de crise, vous écoutez toujours ceux qui hurlent les plus forts, et notamment, là en l'occurrence, ça sera les nazis et aussi le Parti communiste allemand, qui sera aussi l'adversaire direct d'Hitler au début de sa conquête de pouvoir. Il va s'occuper d'eux en priorité au départ. Les Juifs, ça viendra après. Et donc, quand Hitler prend le pouvoir, il a cette volonté de recréer une armée puissante, et donc il va louvoyer avec les puissances qui ont signé le traité de Versailles, il va beaucoup dissimuler, et surtout, il va cacher ce projet de réarmement qui va rentrer en action à partir de 34-35, à un tel point que vous avez 50% du budget de l'État qui sera dédié à cette politique de réarmement. 50%. Et donc, les Français, les Anglais qui tapent un peu sur la table pour dire qu'ils ne sont pas bien contents de ces éléments-là, mais bien sûr, on les rassure en leur indiquant que ce projet de réarmement, c'est un projet d'autodéfense. On fait des sous-marins pour s'autodéfendre, c'est bien connu. Hein. Donc, vous avez un discours, un bonimenteur qui est Hitler, hein, qui va embobiner ces puissances européennes et puis qui craignent une nouvelle guerre. Et ça, Hitler le sait. Donc, il joue beaucoup sur ce côté-là. Et donc, ce projet de réarmement aussi avec des acrobaties financières, des magouilles budgétaires énormes et le soutien aussi de l'industrie allemande qui trouve là un élément aussi d'avoir des commandes d'État va contribuer à faire baisser le chômage et Hitler va justement avancer le fait que, voyez, avec nous, on a construit des autoroutes et on a fait baisser le chômage. Bien entendu, aussi en fabriquant beaucoup d'armes. Donc, bien entendu. Donc, voilà, de l'autodéfense tout simplement, soi-disant. Donc, vous avez un bonimenteur et qui arrive à embobiner tout le monde et notamment les puissances qui auraient dû le surveiller et le contrôler, notamment la France et le Royaume-Uni. Il est placé sous l'autorité du maréchal Göring, qui devient de fait une sorte de super ministre de l'économie. Et à l'aube de l'année 1938, Hitler va enfin pouvoir s'atteler à un autre pan de son programme politique. L'expansion. Reich allemand. L'expansion territoriale. Sous un même drapeau, toutes les populations germanophones d'Europe, à commencer par l'Autriche, son pays natal. Oui, parce que n'oublions pas que Hitler, nationaliste, est un Autrichien avant tout. Et donc, il a dû acquérir la nationalité allemande pour pouvoir devenir Premier ministre, chancelier à cette époque-là, en Allemagne. Donc voilà, donc quelqu'un qui se dit plus allemand qu'un Allemand, mais qui à la base était autrichien. Alors aussi, pourquoi cet attachement à l'Allemagne? Ça, il faudrait revenir dans la genèse en fait du personnage. Hitler, il est autrichien, il a vécu donc sur le contrefort de la frontière autrichienne et allemande, hein, au sud de la Bavière, donc côté allemand, et donc lui, il était côté autrichien. Et c'est quelqu'un en fait qui, quand la guerre se déclare, lui qui a vécu donc dans les rues de Vienne en particulier, il a été un temps vagabond, enfin bref, une existence assez particulière par le fait qu'il a fui le foyer familial, étant donné que son père voulait qu'il devienne douanier comme lui. Et lui qui avait des grandes envies de carrière artistique, donc Hitler a fui le foyer familial et est tombé dans la plus grande précarité quand il est arrivé à Vienne, étant donné qu'il a été refusé aux Beaux-Arts de Vienne. Et donc, dans ces années 1910-1914, il va s'engager dans l'armée et il a la possibilité de s'engager dans l'armée allemande en tant qu'Autrichien. C'est ce qu'il va faire en particulier. Et d'ailleurs, vous avez une photo d'époque en 1914, on le voit quand la déclaration de guerre est faite.
vous avez une photographie où on voit tout simplement la foule viennoise qui est sur la grande place de Vienne, qui se gargarise de la déclaration de la guerre de la Triple Entente face à la Triple Alliance, donc les deux blocs qui vont s'affronter durant la Première Guerre mondiale, donc l'Autriche alliée avec l'Empire allemand et ensuite l'Empire ottoman, grosso modo, face à la France, le Royaume-Uni et la Russie, qui eux sont la Triple Entente. Vous avez cette photo-là, et on voit sur la photo un jeune homme d'une vingtaine d'années, hein, qui est très joyeux, et en fait cette photo, c'est une photo où on voit Hitler en fait qui a été prise, voilà, il était un parfait inconnu quand la photo a été prise en 1914. Voilà, Histoire Explore, on apprend plein de choses. Maintenant, il se sent prêt pour les grandes manœuvres et les démonstrations de force. Et toute cette politique va aussi, in fine, se retourner contre les Juifs. Leurs illusions vont se fracasser sur les événements de cette année-là. Il y avait déjà de la couleur, oui, à l'époque sur certaines 1938, vidéos. Les 5h30 du matin, les troupes allemandes pénètrent en Autriche. L'armée autrichienne ne leur oppose aucune résistance. Sur les routes, elle progresse sous les acclamations de la population. Et au fur et à mesure de la journée, leur arrivée s'apparente de plus en plus à une kermesse en fanfare. C'est incroyable ça. Alors là, vous avez... Deuxième élément, le traité de Versailles, donc ce traité de paix de 1919, indique que l'Allemagne ne doit pas être une puissance militaire, ne doit pas avoir les moyens de faire la guerre et ne doit pas annexer des pays. Et donc Hitler, depuis 1933, il s'essuie sur le traité de Versailles avec cette politique de réarmement. Il décide également de replacer des soldats dans cette frontière, à la frontière franco-belge, la fameuse Rhénanie en fait, que la France a quittée, parce que dans une logique d'apaisement dans les années 20, notamment vis-à-vis de la République de Weimar, donc qui était le régime officiel de l'Allemagne entre 1923 et 1933. Donc une volonté de se rapprocher aussi des Allemands, et les Allemands se rapprocher des Français. Donc cependant la Rhénanie n'intéressait plus à la France, mais il renvoie des soldats dessus. Il fait acte donc en 1936 d'avoir récupéré ce territoire alors qu'il était allemand, mais où il n'y avait pas de soldats allemands. La France proteste timidement et Hitler, pour embobiner l'eau, demande aux habitants de Rhénanie, allemands avant tout, est-ce que vous voulez que la Rhénanie redevienne pleinement un territoire intégré au grand Reich, au grand empire allemand, etc. Donc vous vous doutez bien sûr que les Allemands, qu'ils soient nazis ou pas, ils ont voté oui parce que c'est leur pays avant tout, et donc c'est un succès qui est énorme, et Hitler va dire aux Français, bon, vous n'allez pas être contre la démocratie quand même, vous les Français. Et là en 1938, donc cette logique de piétinement, et là elle passe une nouvelle étape, carrément, ils prennent possession d'un pays qui est souverain, l'Autriche, qui n'est pas l'Allemagne, les deux sont séparés. Donc là, vous avez un coup de force d'Hitler qui envoie des troupes. Bien entendu, vous avez le parti nazi en Autriche qui est très puissant, qui fait tout pour déstabiliser le gouvernement autrichien, qui n'a pas le temps de réagir, et puis parce que oui, il est gangréné dans l'État, notamment par des militants nazis. Et donc là, il y a carrément une prise d'un pouvoir, et vous avez ce qu'on appelle maintenant en allemand l'Anschluss, c'est-à-dire la réunification, la réunion en fait des deux parties, Allemagne et Autriche, en un seul pays, un seul empire, le fameux Troisième Reich ou Troisième Empire. Les caméras de la propagande filment complaisamment cet enthousiasme, comme les scènes de fraternisation avec la population. Après les premières unités motorisées, les troupes d'infanterie avancent à leur tour, non pas en formation de combat, mais en défilant en rang, avec étendards et musique militaire. La ville de Linz est atteinte aux alentours de midi, et Vienne le soir même. En une journée, le Reich hitlérien a avalé l'Autriche. C'est fou. Tous ceux qui ne partagent pas l'enthousiasme requis... Ils sont avec eux. Dès la première nuit, la Gestapo arrête près de 20 000 opposants, immédiatement transférés au camp de Dachau, tout proche de la frontière. Donc à Munich, à côté de Munich, en Allemagne. La terreur se met en place, comme un signal envoyé à tous les Autrichiens, et aux Juifs, tout particulièrement. Donc là, vous avez une accélération de l'histoire, en fait. Vous avez un régime qui prend possession d'un autre pays, et qui, en fait, l'autre pays n'a pas le temps de réagir. En fait, ces structures sont pas prêtes à pouvoir résister à cette forme de vague en quelque sorte, et en fait l'État autrichien se délite rapidement, et
rapidement, vous avez la répression, bien sûr, allemande qui s'abat sur les opposants, communistes, bien sûr, chrétiens, opposants chrétiens, et puis également démocrates, etc. Et même jusqu'au gouvernement autrichien, et notamment le premier d'entre eux, le chancelier autrichien, qui va être arrêté et sera placé à Dachau. Donc le premier camp qui a été ouvert en 1933, en début mars 1933, je crois, donc un mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Hein. Dans les quartiers juifs, les magasins sont identifiés et marqués. On en a interdit l'entrée, exactement comme en Allemagne 5 ans plus tôt. Rebelote. En Autriche, l'immense majorité de la communauté juive est concentrée à Vienne. En une journée, ils sont 190 000 à se retrouver sous le joug des nazis. Trois jours après l'arrivée des troupes allemandes, Hitler défile dans les rues de Vienne. 205 000 personnes se pressent sur la place des Héros pour écouter son premier grand discours dans son pays d'origine. C'est fou quand même, hein, comment... c'est vrai que quand on voit ces éléments d'archives, là, donc ces images de propagande, mais qui montrent un engouement comme ça autour du personnage, et la catastrophe qui s'annonce et qui commence déjà à se dérouler en Allemagne, en Autriche, et puis qui finira par toucher le reste du monde, hein, la peste brune, comme on l'appelle, c'est vrai qu'on se dit, mais comment il est possible que ces idées de haine, hein, soient malheureusement de nos jours, reviennent sur le devant, si c'est pas forcément des personnes de confession juive qui sont visées, même si l'antisémitisme malheureusement est loin d'avoir disparu, hein, et il y a toujours des actes de violence, hein, mais vous avez d'autres communautés qui sont visées, d'autres communautés, qu'elles soient religieuses ou qu'elles sont d'origine, etc. Et ce discours de haine qui revient comme ça, et qui revient par la grande porte, peut que inquiéter, tout à fait. Hein. L'histoire nous apprend à regarder par le passé, hein, pour comprendre le présent, mais aussi prévenir peut-être, pourquoi pas, des catastrophes futures. Hein. Autriche. Ah, écoutez bien sa voix. Vous trouvez pas qu'elle est bizarre? Vous trouvez pas que sa voix est bizarre? D'après vous? Alors, le micro, en fait, qu'il parle, il est trafiqué. C'est-à-dire pour qu'il y ait une intonation beaucoup plus rauque, etc. C'est vraiment une manipulation des moyens de communication. Hitler a compris cet intérêt-là. Il est entouré aussi, notamment la manière dont c'est filmé, par des réalisateurs qui ont déjà un œil particulier, et notamment une femme membre du parti nazi qui s'appelle Leni Riefenstahl, qui est une réalisatrice de films et qui va faire des films de propagande, donc à la gloire de son Führer ou son guide en particulier, hein, à la gloire du régime qu'elle soutient. Et il y a également une manipulation des images, mais aussi une manipulation du son, etc. Et donc le son, là, vous avez une saturation qui est faite exprès pour donner ce côté un peu bonhomme, là, un peu comment dire, très agressif. Et c'est pour ça que aussi il y a toute une gestuelle et une mimique en fait du personnage pour embobiner les gens, la manière dont ils parlent, avec force de geste, etc. Donc là, on est typiquement dans le grand spectacle, en quelque sorte, mais parce que par l'image, il a compris qu'il captait en fait des esprits et qu'il pouvait aussi les manipuler. Den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich! Donc le salut de la victoire, hein, ce que vous voyez ici, hein, qui est inspiré de la Rome antique, hein, et de Mussolini, son copain, en Italie. Le régime hitlérien franchit pour la première fois les frontières d'un autre pays. Et cette expansion a un impact énorme sur divers domaines politiques, en particulier la politique menée par les nazis à l'égard des Juifs. Les attaques contre la population juive en Autriche se sont déroulées à une vitesse incroyable. Durant les fameuses opérations de nettoyage, les Juifs étaient obligés de laver les murs des maisons et les rues, parfois avec des brosses à dents et de la lessive. Énorme, quand même. Des rituels d'humiliation publique perçus comme un spectacle par la foule des curieux. Mais carrément. Et très important, ces régimes totalitaires, hein, cette volonté de briser l'humain, de briser toutes les résistances, hein, et notamment les résistances morales. Et en faisant ces spectacles, en guillemets, donc qui sont publics, hein, on entraîne en fait la population
dans ce voyeurisme. On encourage les gens à y participer, à conspuer, à crier, à hurler leur haine et à déverser leur haine sur une minorité. Hein. Ça évite bien de se poser des questions par rapport à ceux qui les gouvernent. Et en fait, on les fait devenir à la fois des spectateurs, mais aussi des acteurs de la violence qui est à la fois physique et qui est à la fois symbolique et qui peut devenir physique. Et en fait, c'est des régimes qui vont criminaliser leur propre population aussi. Et des gens vont se laisser porter, volontairement ou non, par cet élan de haine. C'est ça qui est glaçant en fait dans ce type de régime-là. Quand la raison finit par disparaître et quand l'État arrive à briser toutes ces flammes de résistance que l'on peut avoir en soi, hein, dans cette volonté de pouvoir dire non, et bien en fait, progressivement, ce non finit par s'effriter. Et rares sont ceux qui résistent, hein, même s'il y en a en Allemagne, vous avez des mouvements de résistance qui vont avoir lieu, mais qui sont quand même très minoritaires. Pendant des heures, on force les Juifs à effacer les slogans inscrits dans les rues de Vienne par les opposants aux nazis avant l'arrivée des troupes allemandes. Sous le regard et les moqueries de la foule, on fait porter aux femmes juives des pancartes infamantes. Certains commerçants sont contraints de peindre eux-mêmes les Judes juifs sur les murs et vitrines de leurs magasins. Face aux violences et aux persécutions qui s'abattent soudainement sur eux, des milliers de Juifs cherchent à quitter le pays. Hélas. Ils vont faire la queue des heures durant devant les ambassades ou les consulats pour obtenir des visas. Donc on est en 38 là. Hein. Ils prennent la fuite en ordre dispersé, pris d'une peur panique qu'on n'avait pas connue en Allemagne. Beaucoup de Juifs essayent d'emporter une partie de leur argent, mais cela devient également difficile. La Gestapo arrive et dit « Nous pouvons organiser cela ». Et elle crée un office central pour l'immigration juive. Son directeur est un Autrichien, du nom d'Adolf Eichmann. Ah, bah tiens. Pour ainsi dire, la première étape de sa carrière d'assassin de masse. Alors, là, on voit un Autrichien, Adolf Eichmann, qui va être le grand organisateur des déportations des populations juives d'Europe vers les camps de la mort, les camps d'extermination, les camps de concentration et les camps d'extermination, et donc qui va participer à cette logique de tuerie généralisée. Et donc là, il participe, sa première action, donc c'est un nazi convaincu, et qui va donc créer ce fameux office chargé notamment de gérer cette immigration juive, mais surtout qui va être une logique de pillage généralisé pour se servir sur la bête en fait des personnes qui fuient, qui vont fuir l'Autriche. Et à partir de 1938, et suite au pogrom en fait de la nuit de cristal du 9 et 10 novembre, vous avez tout simplement des populations qui ne vont plus pouvoir partir aussi. C'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche vont devenir littéralement des prisons à ciel ouvert où en fait on ne veut plus les faire partir parce que tout simplement ces populations qui partent donnent une mauvaise image de l'Allemagne et parlent aussi de ce qui se passe en Allemagne. Même si à l'époque vous avez déjà des correspondants étrangers qui relatent la violence antisémite qui accourt dans les rues allemandes. Et désormais en Autriche également. Mais là, vous avez une administration qui se met en place et vous avez des personnes très arrivistes, Eichmann en est un bon exemple, qui vont se servir de la situation pour leur propre ambition et qui vont leur permettre de gravir comme ça le sommet de la hiérarchie nazie. Adolf Eichmann est un bureaucrate. La manipulation. Antisémite fanatique. Malveillant, qui accomplit avec beaucoup de zèle les tâches que lui confie son supérieur, Heydrich. Le deuxième de la SS. Il plie aux exigences de Heydrich, mais il veille à ce que son travail soit efficace, tel qu'il le conçoit. Qu'est-ce que fait Eichmann? Il développe un dispositif de guichet unique. Les Juifs arrivent dans un grand hall. Il y a des tables qui sont mises en U, des guichets qui sont disposés en U, et au premier guichet, tu perds tes biens, au deuxième guichet tu perds ton passeport, au troisième guichet tu perds ceci, tu perds cela, tu perds autre chose, et au dernier guichet on te vend un ticket pour partir d'Autriche. Au cours de ce processus, les Juifs perdent la quasi-totalité de leurs biens. Et la pression et la violence dans la rue sont si fortes que le système est très efficace. Les gens ont tellement peur. Eichmann s'en vante. Et il est connu pour se vanter de ses soi-disant exploits. Il s'agit d'un processus appelé arianisation.
par les nazis. Concrètement, l'arianisation désigne le transfert à des non-juifs de biens appartenant à des juifs. Oui, donc Des prix dérisoires. c'est un pillage généralisé. Hein. D'expropriation forcée. Voilà, expropriation. Qui commença au printemps 1938 en Autriche. Donc on va voler. Et donc c'est ce que Saul Friedlander, grand historien de la Shoah, appelle le modèle autrichien. La dernière chose par rapport à l'Autriche, c'est que il faut considérer à l'époque que la politique antisémite nazie crée un problème des réfugiés à l'échelle européenne. Les Juifs allemands, dont on a dit que presque plus de quasiment 200 000 à l'époque étaient partis sur les routes d'Europe, avec l'invasion de l'Autriche, ce problème est démultiplié. Et quelqu'un va intervenir, ce quelqu'un c'est le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt. Lui vient l'idée d'organiser une grande conférence sur l'accueil des réfugiés qui se tient à Évian. S'y réunissent les États-Unis, donc en France, le Royaume-Uni, l'Irlande, énormément de pays d'Amérique du Sud qui sont convoqués avec une question simple: combien de réfugiés, ce qui veut dire de juifs, allemands et autrichiens, voulez-vous accueillir? Alors, on va voir cette conférence d'Évian. Myron Charles Taylor mène les discussions au nom des États-Unis. Sa position est inconfortable. Le Congrès américain s'opposant à Roosevelt a refusé toute augmentation des quotas d'immigration. Le Royaume-Uni, lui, a accepté l'invitation à la condition expresse que l'on n'exige rien de lui. C'est énorme ça quand même. Vous avez des pays qui viennent à cette conférence pour justement trouver une solution aux persécutions visant les populations juives et l'accueil de ces mêmes populations dans leur pays. Et les États-Unis qui sont à l'initiative de la conférence, bah, eux, ils peuvent pas parce que du coup, le Parlement, la Chambre des représentants s'y oppose, le Congrès américain, pardon, avec le Sénat, s'oppose à la politique de Roosevelt, donc c'est niet. Les Anglais, ils viennent, mais nous, on n'en veut pas, donc de juifs. Le Français, on va dire, ouais, non, nous non plus, on n'en veut pas. Enfin bref, vous avez la plupart des pays qui vont vraiment, mais vraiment, refuser de gérer ce problème-là. Il y aura quelques pays qui vont avoir une démarche différente. Je me demande s'il n'y a pas le Portugal. Il y a la Chine également. Shanghai va accueillir à peu près 20 000 juifs sur son territoire. Alors pourquoi il les accueille, la Chine, qui a des problèmes notamment avec le Japon, qui depuis 1933-34 est dans une logique expansionniste et commence à grignoter la Chine également dans une logique donc d'expansion territoriale. Et donc Shanghai voilà, accueille ces populations-là en espérant que ces populations-là, justement, parmi elles, il y a des scientifiques, des médecins, etc. C'est-à-dire des ingénieurs, des personnes qui ont des compétences qui peuvent l'aider notamment aussi à renforcer la nation chinoise. Donc peut-être un peu une vision un peu fantasmée justement autour de personnes de confession juive. Mais bon, mis à part ces quelques cas de pays qui les ont accueillis, vous en avez là. Et puis, vous avez un pays des Caraïbes aussi. J'ai oublié, je ne sais pas si c'est pas Saint-Domingue aussi qui va accueillir volontairement des populations juives pour ce même principe voilà, d'accueillir des personnes avec des compétences qui pourraient l'intéresser. Mais mis à part cela, tous les autres pays s'en sont lavés les mains. Et refusent tout accès à la Palestine sous mandat britannique, alors que des révoltes arabes agitent déjà le territoire. Ah oui, alors les Britanniques, en plus, ils ont autre chose, j'ai oublié de le dire, c'est qu'ils ont, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, un mandat sur la zone de la Palestine, donc qui est l'une des terres sacrées pour les populations dites israélites, c'est-à-dire de confession juive, qui estiment que ce territoire-là est lié à leur propre histoire. En partie, c'est vrai, hein. Mais bien entendu, les Britanniques qui gèrent ce territoire-là, où il y a aussi des populations juives déjà qui sont présentes, hein, et tous les juifs ne sont pas partis de Palestine, ne veulent pas accueillir de nouveaux juifs, notamment parce qu'ils doivent faire face à des révoltes arabes qui sont présentes, qui refusent justement des populations juives, de nouvelles populations juives sur ces territoires-là. Donc vous voyez, on est sur un contexte quand même qui est quand même très tendu et qui parle un peu de la situation actuelle aussi, compréhension sur ces logiques de terre en particulier, revendiquées par des populations, refusées à d'autres, et donc qui sont toujours voilà, un sac de problèmes en quelque sorte. Quant à l'Australie, son représentant ferme la porte à tout accueil en déclarant « Nous n'avons pas de problème racial et nous ne sommes pas désireux d'en introduire un chez nous. La migration a naturellement été britannique et le restera. » 9 jours de conférences où tout le monde fait des déclarations, Cuba, l'Uruguay, la France, etc. pour dire quoi? Nous ne souhaitons pas accueillir les Juifs, nous n'en avons pas les capacités économiques ni l'envie.
répété tous les jours, ad nauseam. Les gens qui vont comprendre le message de la conférence d'Évian, c'est les nazis. Ah bah oui. Sans problème. Personne ne veut d'eux. Bah voilà. Tant qu'à faire. On voit que cet échec-là de la conférence d'Évian, il est extrêmement funeste parce qu'il dit tout le monde est indifférent au sort des gens que nous persécutons dans notre pays. Et ça va encourager, bien entendu. Je ne sais pas si vous avez vu les caricatures là. L'Anschluss, comme la conférence d'Évian, ont renforcé Hitler dans sa conviction que les démocraties sont faibles, tenues par une opinion publique pacifiste, angoissée à l'idée d'un retour de la guerre. Alors que dans son propre pays, l'unification de l'Allemagne et de l'Autriche lui ont assuré une popularité grandissante. Ces apparitions publiques donnent lieu à des élans de ferveur et d'exaltation qu'on ne peut réduire à des images fabriquées pour la propagande. Hitler se sent d'autant plus libre de poursuivre ses projets d'expansion. Après l'Autriche, il revendique maintenant la région des Sudètes, partie occidentale de la Tchécoslovaquie, qui compte une majorité de germanophones, 3 millions d'Allemands. Il annonce qu'il annexera cette région, quoi qu'il arrive, le 1er octobre. Alors, là, c'est le deuxième coup de poker d'Hitler. Il se dit, l'Autriche, c'est passé crème, personne n'a contesté, donc finalement, je vais aller plus loin. Donc là, maintenant, il veut annexer une région qui fait partie de la Tchécoslovaquie. Donc la Tchécoslovaquie, c'est un pays qui est au sud de l'Allemagne, qui partage donc une frontière commune, et sur lequel, sur ce long de cette frontière, vous avez une population dite germanophone, c'est-à-dire qui parle et qui a une culture proche de l'Allemagne. Sauf que la Tchécoslovaquie, ce territoire-là, donc, n'a jamais été intégré à l'Empire allemand. Ça faisait partie de l'Empire austro-hongrois, donc l'Empire autrichien, qui a été disloqué après 1918, vu qu'eux aussi, ils ont perdu la guerre. Donc là, c'est un coup de poker sur un nouveau pays qui a été créé après le traité de Versailles, qui est allié avec la France, la Tchécoslovaquie, et c'est un pays également qui a des usines d'armement, avec une armée qui s'est quand même, qui a été instaurée en tant que telle, et qui a une certaine réputation en tant que telle, mais surtout ces usines d'armement qui sont flambant neuves. Donc là, Hitler, il fait un gros coup de poker, parce qu'il se dit, les Anglais et les Français, je vais les embobiner, ils vont pas bouger, on va voir. Donc, il lance le coup, et le 1er mars 1939, il indique que si 38, mince, si personne ne bouge, il faut que je vérifie, ça c'est pas possible, ça, j'ai un doute là. Hop, je crois que c'est hop, pardon, je vérifie directement, petite erreur de date. Oui, donc c'est 1938-1939. Et c'est en 1939 qu'il les envahit. Donc 38, c'est triche, oui. Excusez-moi, j'ai eu un petit doute sur les dates. Et donc, il va tout simplement voir si ça fonctionne ou pas, son coup de bluff. Regardons. France et Royaume-Uni étant alliés de la Tchécoslovaquie, cela équivaudrait à une déclaration de guerre. Le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, veut préserver la paix, coûte que coûte. Alors, par 2 fois en une semaine, il se rend en Allemagne pour négocier avec Hitler en tête-à-tête. Français et Tchécoslovaques, les premiers concernés, ont été tenus à l'écart des discussions. Face à une opinion publique qui s'interroge en France comme au Royaume-Uni, Chamberlain justifie sa position sur les négociations et le sort des Sudètes. Ah oui. Il serait horrible, fantastique et incroyable qu'ici nous devions creuser des tranchées et mettre des masques à gaz à cause d'une querelle dans un pays lointain entre des gens dont nous ne savons rien. Entre des gens dont nous ne savons rien. Oui, donc c'est bien en septembre 38, je me suis planté. Mars 39, c'est quand ils envahissent toute la Tchécoslovaquie. Donc, cette zone frontalière, voilà, donc agite des tensions. Et donc, forcément, la France et l'Angleterre, qui sont alliés avec la Tchécoslovaquie, s'inquiètent de la situation. La Tchécoslovaquie demande aux Français et aux Anglais d'intervenir. Et là, vous avez le Premier ministre anglais qui met tout de suite au parfum de dire « Mais qu'est-ce qu'on va s'angoisser pour ce territoire-là ? On ne sait même pas où c'est, on ne sait même pas qui c'est. » Donc, pourquoi faire la guerre? L'opinion anglaise le suit,
L'opinion française également est pas favorable à une guerre. Daladier, donc le président du Conseil, alors attention, c'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre à cette époque-là, dans la Troisième République, hein, que la France connaissait. Donc Daladier, lui aussi, il est moins naïf que Chamberlain, mais il sait bien que son opinion est profondément pacifique. Et donc il se dit également, qu'est-ce qu'on va s'angoisser pour ce territoire-là qui est en guerre, et, quoi, qui concerne un problème qui concerne que l'Allemagne. Et la France ne veut pas d'une nouvelle guerre de toute façon. Nous, en France, en l'occurrence, durant cette période-là, on est dans cette logique de créer plutôt une ligne maintenant défensive, donc qui va courir une ligne de fortification qui va commencer de la Suisse et qui va aller jusqu'à la mer du Nord, qui va être plus ou moins continue et qui va être continue sur la frontière franco-allemande aux alentours de l'Alsace-Lorraine, grosso modo, et donc qui s'appelle la ligne Maginot, qui commence à être construite à partir de 1934, qui va coûter une somme monstrueuse et qui est une ligne défensive tout simplement pour au cas où que l'Allemagne décide d'être agressive. Donc côté français, on est plutôt sur une question défensive et on ne veut surtout pas déclarer une guerre. S'il nous faut combattre, ce sera au sujet de plus grandes questions que celle-là. Mais qui a coûté très cher. De son côté, le Français Édouard Daladier, président du Conseil, est très réticent à un accord. Voilà. Mais il sait que la France ne peut rentrer en guerre sans le Royaume-Uni. Alors il cède et abandonne les Tchécoslovaques. Alors, Daladier... Donc vous avez une conférence qui va être faite à Munich, en Allemagne, qui va être impulsée par Mussolini, donc l'allié d'Hitler. Mussolini aussi, il ne veut pas d'une guerre. Il a commencé à se rapprocher de plus en plus avec Hitler, alors qu'au départ, il était critique vis-à-vis de lui, même si vous avez des liens entre le fascisme italien et le nazisme allemand, hein, c'est-à-dire dans les gestuels, dans la manière de prendre le pouvoir, la manière de réprimer toute contestation, le culte de la personnalité autour du leader, un discours qui est ultra-nationaliste, qui rejette tout aspect de la modernité, tout ce qui concerne l'égalité des droits entre populations ou entre hommes et femmes. Enfin bref, vous avez une volonté aussi, un message qui est conservateur et qui rejette donc tout l'aspect d'une société qui se modernise et qui se démocratise. C'est ça le fascisme, grosso modo. Et donc vous avez un lien entre les deux hommes qui va se créer et qui va se renforcer à partir de 1936, notamment parce que l'Italie va lancer aussi dans une logique de conquête territoriale. Elle a besoin aussi du soutien de l'Allemagne. Et donc, notamment, vous avez la Libye qui va être visée par l'Italie, et puis l'Éthiopie, bien entendu, qui est le seul pays africain qui n'ait pas été encore colonisé par une puissance européenne. Donc, vous avez un rapprochement entre les deux affreux, et Mussolini qui voit que la guerre menace à ses frontières, parce que forcément, les Sudètes, c'est pas très loin aussi de l'Italie, et que, on a aussi une logique territoriale. Il va aussi tout faire pour essayer de calmer le jeu. Et donc, il provoque cette conférence fin septembre 38, on se réunit à Munich, et là vous avez Chamberlain, français, Chamberlain l'anglais, Daladier le français, Hitler l'allemand et bien sûr Mussolini, qui vont parler de la Tchécoslovaquie. Et je vous le donne en mille, on n'a pas invité qui ? Mais on n'a pas invité la Tchécoslovaquie. Pourquoi les inviter ? On va parler de leur pays, mais ça ne se fait pas. Donc, bien entendu, là, on a lâché en race campagne la Tchécoslovaquie. Et là, Hitler, durant cette conférence, il fait preuve de flagonnerie vis-à-vis de ses hôtes. Et vas-y que je te caresse dans le sens du poil l'anglais, et que je caresse dans le sens du poil le français. Oh, la France, la Tour Eiffel, oh, grande culture. On a été ennemis, mais maintenant, on peut construire une nouvelle Europe, et blablabli, et blablabla. Donc, le bonimenteur Hitler continue à faire son spectacle et ça fonctionne. Résultat, les Français, les Anglais et les Italiens, bien sûr, décident tout simplement de mettre un terme à cette crise en donnant ce que veut Hitler, c'est-à-dire ces fameuses Sudètes. Et on dit à Hitler, tu as les Sudètes, mais maintenant, stop, c'est fini. Tu t'arrêtes, ça finit, Anschluss, machin, maintenant c'est fini, tu as eu l'Autriche, tu as eu les Sudètes. Et là, Hitler, d'après vous, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il dit ? Mais oui, bien sûr, c'est fini. Croix de bois, croix de fer. Hein. Si je meurs, j'irai en enfer. Je ne veux plus rien. Vous la voyez venir, la grosse carotte, là ? On est en septembre 38. Hein. Ça, voilà, ça annonce des lendemains qui vont être très compliqués quand même. Et là, il voit que les démocraties se couchent et que ces accords de Munich, finalement, permettent d'aller dans son sens. On va aller plus loin. J'ai un problème avec la Pologne. On va le résoudre. Hein. Alors, mon ignorance est si grande. Eh bien, justement, tu vois, le propos de ma chaîne, c'est vraiment de vulgariser ces éléments-là. Et donc, il n'y a aucune honte. Hein. On ne peut pas tout savoir. Hein, et l'objectif, c'est de vulgariser ces faits d'histoire. Et donc, je suis bien content que ça puisse plaire à certains d'entre vous qui suivent ce live. Hein. Donc, aucun souci. Hein. D'où l'utilité de cette chaîne.
Et le 30 septembre 1938 sont signés les accords de Munich qui prévoient l'évacuation du territoire des Sudètes par les Tchécoslovaques et son occupation progressive par les troupes allemandes. Français et Britanniques ont tous cédé avec la promesse illusoire qu'Hitler s'arrêtera là. Cette nouvelle annexion allemande, dans un effet tragique de domino, jette de plus en plus de Juifs sur les routes. Certains ont même fui plusieurs fois, rattrapés par les avancées d'Allemagne en Autriche, puis d'Autriche aux Sudètes. Vous imaginez les personnes de confession juive qui ont fui l'Allemagne à cause d'Hitler. Ils vont en Autriche. Du coup, les Allemands mettent la main sur l'Autriche. Ils fuient l'Autriche. Ils vont aux Sudètes limitrophes. Et ils sont de nouveau rattrapés par l'histoire. Mais là, vous avez une situation à devenir fou, quoi. Et des populations expulsées qui vont créer des tensions et qui vont amener justement à des actes désespérés qui vont avoir une conséquence, vous allez voir dans ces événements du 9 novembre, qui vont être abominables. Des milliers d'entre eux sont maintenant refoulés aux frontières et se retrouvent piégés dans les no man's land de toute l'Europe centrale, entre Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie. Et à mesure que cette crise des réfugiés se dessine non plus à l'échelle de l'Allemagne mais à l'échelle de l'Europe, il faut des décisions. La Suisse va en prendre une, en tant que pays neutre, une décision funeste. Le marquage des passeports des ressortissants allemands et autrichiens, d'un J pour juif. Oh. Incroyable. En Suisse. Mais on voit que cette décision-là, elle va être aussi prise par un pays beaucoup plus important, qui est la Pologne. La Pologne menace l'Allemagne en disant « si vous continuez à nous envoyer vos réfugiés, on va agir et notamment, on va révoquer la nationalité polonaise des Juifs polonais qui sont en Allemagne. » L'action polonaise se déroule dans le contexte suivant. L'État polonais déclare que les Polonais qui ne sont plus dans le pays depuis longtemps, qui vivent à l'étranger, perdront leur passeport. Et là, le Reich allemand panique. Alors ils expulsent ces personnes du jour au lendemain. Des dizaines de milliers de personnes. Ah, je comprends, oui. Arrêtées dans diverses villes du Reich, mises dans des trains et transportées jusqu'à la frontière polonaise. Alors là, vous avez un élément très important pour comprendre l'acte désespéré d'une personne par rapport à cette situation donc de Polonais de confession juive qui vivaient en Allemagne. Et donc les Polonais qui ont aussi un régime antisémite décident, vu qu'ils reçoivent des réfugiés donc suite aux mesures antisémites allemandes, indiquent qu'ils n'en veulent plus et que si les Allemands continuent dans ce sens-là, ils vont décider de révoquer les passeports des Juifs polonais qui vivent en Allemagne, c'est-à-dire que ces Juifs polonais perdent leur nationalité et vont être bloqués en Allemagne. Donc les Allemands vont se retrouver avec de nouveau des Juifs, donc ils décident à leur tour de les expulser d'Allemagne vers la Pologne. Cher Herschel, tu as certainement entendu parler de notre grand malheur. Jeudi soir, un policier est venu chez nous et nous a déclaré que nous devions nous rendre au commissariat en apportant nos passeports. Là, presque tout notre quartier se trouvait réuni. On a fourré à chacun de nous dans la main un ordre d'expulsion. Donc des Polonais juifs qui sont expulsés d'Allemagne en 1938. Bertha. À l'époque, la frontière entre l'Allemagne et la Pologne n'était pas amicale, mais conflictuelle. Il y avait les guérites des douaniers et entre les deux, un no man's land. Il en résulte une situation impossible, où ces gens se retrouvent dans une sorte de no man's land frontalier entre l'Allemagne et la Pologne. Parce que la Pologne ne veut pas les récupérer. Être internés dans des écuries, des baraquements militaires ou tout autre endroit que l'on pouvait trouver. Mais franchement, c'est la catastrophe qui s'annonce là quand on entend tout ça, mais c'est fou. Affamés, assoiffés, nous arrivons au village de Zbanjin. J'ai perdu en chemin ma valise et mon violon. Les soldats nous poussent dans une grande cour, où ils nous abandonnent à notre propre sort. Il y a là des milliers de juifs qui pleurent ou prient au milieu des valises. Et donc,
quand les Allemands vont envahir la Pologne en septembre 1939, ils vont remettre la main sur ces populations juives qu'ils ont expulsées d'Allemagne pour les placer dans des quartiers fermés qu'on va appeler des ghettos. Alors ça, les ghettos, c'est un terme italien qui existe depuis le Moyen-Âge. Hein. Ce sont des quartiers réservés à la communauté juive, hein, qui étaient présents dans certaines villes médiévales où il y avait déjà une discrimination vis-à-vis des populations juives. Ce qui était lié à l'anti-judaïsme, lié au christianisme tout simplement, donc avec cette focalisation sur les populations juives. Alors, soit dit en passant, Jésus à la base était juif, hein, mais bon, ouais, je dis ça, je dis rien. Donc vous avez voilà, un anti-judaïsme qui est issu de ce Moyen-Âge, hein, et donc ces ghettos étaient présents. Et donc là, ils vont les réactiver en tant que tels, donc ces quartiers en Pologne, de villes polonaises qui vont être littéralement, on va entasser ces populations-là, pour les faire crever tout simplement de maladies, de faim, de conditions abominables. Et puis au bout d'un moment, ces ghettos qui vont devenir problématiques parce qu'il y a beaucoup trop de monde dedans, se révoltent également. Et donc l'armée allemande, qui ne veut pas avoir justement des éléments à gérer ces mêmes révoltes-là, va tout simplement commencer à les évacuer pour exterminer les populations qui en sont en leur sein. Et donc là, on rentre dans le processus de solution finale, hein, c'est-à-dire acté en tant que tel à partir de 1942, hein, d'extermination des populations juives d'Europe, par le biais, donc, entre 1941 et 1942, par le biais d'unités militaires, donc qu'on appelle les Einsatzgruppen, qui sont des unités de l'armée allemande, où dedans vous avez aussi des policiers, des membres de la SS, etc., et qui exterminent les juifs sur l'arrière de l'armée allemande. Et également, ensuite, vous avez, ça c'est la Shoah par balle, comme on l'appelle, l'extermination par balle, c'est à peu près 1 million de personnes qui vont être tuées, 800 000 à peu près tués dans les ghettos, et à partir de 1942, quand les ghettos sont progressivement vidés, hein, on va les placer dans des camps pour les exterminer, et là c'est entre 1,5 million et 2 millions de morts, donc notamment Auschwitz-Birkenau, qui est l'un des plus grands de ces camps, il y a à peu près 8 camps d'extermination, et donc là, la logique est voilà, d'en exterminer le plus, à un tel point qu'en 1945, le bilan de cette extermination, hein, est aux alentours de 6 millions de personnes, majoritairement juives, et aussi dedans on met les tziganes, donc des populations nomades, qui sont aussi victimes de discrimination et de persécution dans l'Allemagne occupée, dans l'Europe occupée, pardon, et qui vont être aussi exterminés. Charmant programme ce soir. Hein. On dort dans des granges. On est heureux d'avoir un abri pour la nuit, un petit coin de paille. Ces personnes vont vivre pendant des semaines dans des conditions misérables. Nous sommes au mois d'octobre, de novembre, c'est-à-dire en automne. Il fait de plus en plus froid. Parmi les familles touchées, il y a celle de Herschel Grynszpan. Herschel Grynszpan est un réfugié venu de Hanovre, à Paris. Il apprend que sa famille a été expulsée. Écoutez bien. Sa sœur lui envoie une carte postale qu'il reçoit début novembre. Et sa sœur lui décrit comment leur famille a été violemment expulsée de sa maison à Hanovre. Le jeune Herschel Grynszpan, âgé de 17 ans, considère que cet événement doit le pousser à envoyer un signal. Donc lui, il vit tout seul à Paris, hein, ce Polonais juif. Il reçoit une carte postale de sa sœur qui explique l'expulsion de sa famille vers la Pologne et ses conditions abominables qui les attendent dans le fait que les Polonais ne veulent pas les accueillir. Donc dans ce no man's land entre les deux frontières, en fait, où les populations sont laissées un peu elles-mêmes dans des conditions de dénuement les plus complets. Et donc ce jeune de 17 ans qui est tout seul, qui s'inquiète pour sa famille, bout de colère et veut faire quelque chose pour faire bouger les lignes par rapport à ce qui se passe. Et là, il va commettre un acte à la fois politique désespéré, hein, et qui va avoir des conséquences mais effroyables. Il ne le pensait pas, bien sûr, vous en doutez. Hein. Un signal fort pour dénoncer la violence antisémite. Ainsi, le 7 novembre 1938, il se rend à l'ambassade d'Allemagne à Paris avec l'idée de tuer l'ambassadeur allemand. Mais c'est le jeune secrétaire de légation, Ernst vom Rath, qui lui fait face. Alors Herschel Grynszpan lui tire dessus. 1 minute après l'entrée de Herschel Grynszpan, des coups de feu retentissent dans la cage d'escalier. Des employés de l'ambassade accourent immédiatement. Ils se ruent sur Herschel Grynszpan et l'immobilisent. Ernst vom Rath, grièvement blessé, gît au pied de son bureau. Herschel Grynszpan est remis sur le champ aux policiers français. Il n'oppose aucune résistance et est emmené au commissariat pour interrogatoire. L'affaire est ultra sensible,
alors que les deux pays sont dans une phase d'apaisement après les accords de Munich. Côté français, on va donc enquêter avec zèle. Ces premières photographies de détenus se retrouvent immédiatement à la une de la presse en Allemagne. Ce jeune de 17 ans. Les nazis ne blâment pas les autorités françaises. Toute la faute est rejetée sur les Juifs. On titre sur l'assassinat juif, l'attentat juif. Quand en France, certains journaux s'attardent plutôt sur les motivations du jeune Grinspan. Je n'ai pas agi par haine, car je ne hais personne. J'ai agi par amour de mes parents et de mon peuple. Donc, il a tué un officiel allemand donc, de l'ambassade de Paris. Il voulait se faire l'ambassadeur n'était pas là. C'est donc une personne hiérarchiquement inférieure qui l'accueille et qui a donc été assassiné par ce jeune homme qui avait un pistolet. Donc, quand les Allemands et le régime nazi entend qu'un juif en France a tué un officiel allemand, Hitler rentre dans une colère monumentale et demande justement que des comptes soient rendus par rapport à la situation. Et ce Herschel Grinspan, donc je vous ai mis le nom dans le chat, va entraîner une réaction allemande qui va être vraiment d'une extrême violence. La fameuse nuit de cristal le 9 et 10 novembre, mais c'est finalement sans doute une occasion en fait qui est donnée en fait aux nazis pour exercer des violences extrêmes sur les populations juives qui vivent en Allemagne. J'ai projeté un acte de vengeance. Je voulais faire un acte d'éclat, afin que le sort de mon peuple ne reste pas ignoré. J'ai laissé une lettre d'adieu à mes parents au dos d'un portrait de moi. Mes chers parents, je ne pouvais pas agir autrement. Que Dieu me pardonne. Mon cœur saigne lorsque j'entends parler de la tragédie des Juifs. Je dois protester pour que le monde entier entende mon cri, et cela, je suis contraint de le faire. Pardonnez-moi. Herschel. Le sort de Herschel Grinspan est représentatif des Juifs allemands, dans la mesure où l'expérience de l'exclusion, mais aussi celle de la pauvreté et du rejet dans le pays d'accueil est très marquée. Il vit illégalement en France depuis le début de l'année 1938. Son visa a expiré et il n'en obtient pas de nouveau. Et cela joue certainement aussi un rôle dans sa décision d'envoyer un signal fort. Il est animé par la vengeance et bien évidemment, ni lui ni personne n'a la compréhension des conséquences de cet acte. Et ces conséquences évidemment sont énormes parce que les nazis vont se servir de cette tentative d'assassinat pour construire cet événement considérable qu'est la nuit de cristal. La presse hitlérienne menace les Israélites allemands. L'organe nazi déclare qu'il y a encore à Berlin des centaines d'Israélites qui sont propriétaires d'immeubles et de grands magasins. Nous ne voulons pas supporter plus longtemps qu'en Allemagne, les Juifs s'engraissent à notre détriment, tandis que leurs frères de race à l'étranger tirent lâchement des coups de revolver contre des compatriotes allemands. Le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, est celui qui s'empare rapidement de l'affaire. Il déclare lors d'une conférence de presse le 7 novembre que le meurtre perpétré par Herschel Grinspan doit être expié. Il est Gauleiter de Berlin. Il veut libérer son district et sa ville des Juifs, comme Eichmann l'a fait à Vienne. C'est son objectif principal. Il doit être très clair pour les Juifs du Reich allemand que cela ne restera pas sans conséquences. Et là, vous avez toute la logique de violence qui va se mettre en place. Enfin, le problème juif. Le geste de Grinspan va leur servir de prétexte parfait, alors que depuis plusieurs semaines, ils sont prêts à lancer une action antisémite d'envergure. Un mois avant la tentative d'assassinat de Paris, Hugo Moses, employé de banque de confession juive, a déjà été alerté. À la mi-octobre 1938, j'ai rencontré un ami de Berlin dont je savais qu'il avait des contacts directs jusque dans les plus hautes sphères. Il m'a dit mot pour mot ceci. Si vous saviez ce qui vous attend, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Quittez l'Allemagne sans tarder. On s'apprête à entreprendre de grandes et terribles choses contre les Juifs. Donc c'était vraiment
sous-jacent. Je n'avais pas songé à émigrer et qu'il était hors de question que je laisse ma famille en plan. Surpris, il a déclaré « Toutes les synagogues vont être fermées. Les Juifs vont être expropriés sous peu et internés dans des camps de concentration. » Putain, c'était déjà prévu ça. Des baraquements sont déjà en cours de construction un peu partout. Et il n'y aura bientôt ici plus aucun Juif qui puisse seulement songer à partir. Et donc voilà, c'est la fin de la première partie du documentaire donc consacré à la Nuit de Cristal, donc qui était vraiment l'amorce en fait de la destruction des communautés juives, avec cette volonté de s'attaquer à leurs biens propres et puis aussi physiquement à ces mêmes populations. Donc un très bon reportage d'Arte, franchement. On peut leur tirer le chapeau, vive le service public franco-allemand en l'occurrence, donc de cette chaîne de télé. Donc je me permets d'utiliser leur reportage pour tout simplement faire de la vulgarisation scientifique. Vous trouverez les références notamment dans les liens qui sont gérants sous la vidéo, si c'est en replay sur ma chaîne YouTube, soit parfois tout simplement en cherchant sur YouTube directement la référence en tant que telle. Mais j'essaierai de vous montrer le lien, de vous laisser le lien quelque part, ou par exemple sur Blue Sky aussi, où je communique quand même pas mal. Vous avez le Discord aussi d'Histoire Explore, où vous allez avoir les références qui seront appropriées directement.